Alexandre Dumas, La Reine Margot, partie 20 du livre audio, chapitre 31 du tome 2. La sueur de sang. Quelques jours après la scène terrible que nous venons de raconter, c'est-à-dire le 30 mai 1574, la cour étant à Vincennes, on entendit tout à coup un grand bruit dans la chambre du roi, lequel, étant retombé plus malade que jamais au milieu du bal qu'il avait voulu donner le jour même de la mort des deux jeunes gens, était, par ordre des médecins, venu chercher à la campagne un air plus pur. Il était 8 heures du matin. Un petit groupe de courtisans causait avec feu dans l'antichambre, quand tout à coup retentit le cri et parut au seuil de l'appartement la nourrice de Charles, les yeux baignés de larmes, et criant d'une voix désespérée. « Secours au roi! Secours au roi !»« Sa Majesté est-elle donc plus mal ?» demanda le capitaine de Nançay, que le roi avait, comme nous l'avons vu, dégagé de toute obéissance à la reine Catherine pour l'attacher à sa personne. « Oh, que de sang! Que de sang !» dit la nourrice. « Les médecins! Appelez les médecins !» Mazille et Ambroise Paré se relevaient tour à tour auprès de l'auguste malade, et Ambroise Paré, qui était de garde, ayant vu s'endormir le roi, avait profité de cet assoupissement pour s'éloigner quelques instants. Pendant ce temps, une sueur abondante avait pris le roi, et comme Charles était atteint d'un relâchement des vaisseaux capillaires, et que ce relâchement amenait une hémorragie de la peau, cette sueur sanglante avait épouvanté la nourrice, qui ne pouvait s'habituer à cet étrange phénomène, et qui, protestante, on se le rappelle, lui disait sans cesse que c'était le sang huguenot versé le jour de la Saint-Barthélemy qui appelait son sang. On s'élança dans toutes les directions. Le docteur ne devait pas être loin et l'on ne pouvait manquer de le rencontrer. L'antichambre resta donc vide, chacun étant désireux de montrer son zèle en ramenant le médecin demandé. Alors, une porte s'ouvrit, et l'on vit apparaître Catherine. Elle traversa rapidement l'antichambre et entra vivement dans l'appartement de son fils. Charles était renversé sur son lit, l'œil éteint, la poitrine haletante. De tout son corps découlait une sueur rougeâtre. Sa main, écartée, pendait hors de son lit, et au bout de chacun de ses doigts pendait un rubis liquide. C'était un horrible spectacle. Cependant, au bruit des pas de sa mère, et comme s'il les eût reconnus, Charles se redressa. « Pardon, madame, » dit-il en regardant sa mère. « Je voudrais bien mourir en paix. »« Mourir, mon fils, » dit Catherine, « pour une crise passagère de ce vilain mal. Voudriez-vous donc nous désespérer ainsi ? Je vous dis, madame, que je sens mon âme qui s'en va. Je vous dis, madame, que c'est la mort qui arrive. Mort de tous les diables. Je sens ce que je sens, et je sais ce que je dis. Sire, dit la reine, votre imagination est votre plus grave maladie. Depuis le supplice si mérité de ces deux sorciers, de ces deux assassins qu'on appelait la Mole et Coconas, vos souffrances physiques doivent avoir diminué. Le mal moral persévère seul, et si je pouvais causer avec vous 10 minutes seulement, je vous prouverais... « Nourrice, dit Charles, veille à la porte, et que personne n'entre. La reine Catherine de Médicis veut causer avec son fils bien-aimé, Charles IX. La nourrice obéit. « Au fait, continua Charles, cet entretien devait avoir lieu un jour ou l'autre. Mieux vaut donc aujourd'hui que demain. Demain, d'ailleurs, il serait peut-être trop tard. Seulement, une troisième personne doit assister à notre entretien. »« Et pourquoi ? » ?»« Parce que, je vous le répète, la mort est en route, » reprit Charles avec une effrayante solennité. « Parce que, d'un moment à l'autre, elle entrera dans cette chambre comme vous, pâle et muette, et sans se faire annoncer. Il est donc temps, puisque j'ai mis cette nuit ordre à mes affaires, de mettre ordre ce matin à celle du royaume. »
Et quelle est cette personne que vous désirez voir ? Demanda Catherine. Mon frère, madame. Faites-le appeler. Sire, dit la reine, je vois avec plaisir que ces dénonciations, dictées par la haine, bien plus qu'arrachées à la douleur, s'effacent de votre esprit et vont bientôt s'effacer de votre cœur. Nourrice, cria Catherine, nourrice. La bonne femme, qui veillait au dehors, ouvrit la porte. Nourrice, dit Catherine, par ordre de mon fils, quand monsieur de Nancey viendra, vous lui direz d'aller quérir le duc d'Alençon. Charles fit un signe qui retint la bonne femme prête à obéir. J'ai dit mon frère, madame, reprit Charles. Les yeux de Catherine se dilatèrent comme ceux de la tigresse qui va se mettre en colère. Mais Charles leva impérativement la main. « Je veux parler à mon frère Henri, dit-il. Henri seul est mon frère. Non pas celui qui est roi là-bas, mais celui qui est prisonnier ici. Henri saura mes dernières volontés. »« Et moi !» s'écria la Florentine avec une audace inaccoutumée en face de la terrible volonté de son fils, tant la haine qu'elle portait au Béarnais la jetait hors de sa dissimulation habituelle. « Si vous êtes, comme vous le dites, si près de la tombe, croyez-vous que je céderai à personne, surtout à un étranger, mon droit de vous assister à votre heure suprême ? Mon droit de reine ? Mon droit de mère ? Madame, dit Charles, je suis roi encore. Je commande encore, madame. Je vous dis que je veux parler à mon frère Henri. Et vous n'appelez pas mon capitaine des gardes ? Mille diables, je vous en préviens, j'ai encore assez de force pour l'aller chercher moi-même. Et il fit un mouvement pour sauter à bas du lit, qui mit au jour son corps pareil à celui du Christ après la flagellation. « Sire, s'écria Catherine en le retenant, vous nous faites injure à tous. Vous oubliez les affronts faits à notre famille. Vous répudiez notre sang. Un fils de France doit seul s'agenouiller près du lit de mort d'un roi de France. Quant à moi, ma place est marquée ici par les lois de la nature et de l'étiquette. J'y reste donc. »« Et à quel titre, madame, y restez-vous » demanda Charles IX. « À titre de mère. »« Vous n'êtes pas plus ma mère, madame, que le duc d'Alençon n'est mon frère. »« Vous délirez, monsieur, dit Catherine. Depuis quand celle qui donne le jour n'est-elle pas la mère de celui qui l'a reçue ? » « Du moment, madame, où cette mère dénaturée ôte ce qu'elle donna, répondit Charles en essuyant une écume sanglante qui montait à ses lèvres. « Que voulez-vous dire, Charles ? Je ne vous comprends pas, murmura Catherine, regardant son fils d'un œil dilaté par l'étonnement. « Vous allez me comprendre, madame. » Charles fouilla sous son traversin et en tira une petite clé d'argent. « Prenez cette clé, madame, et ouvrez mon coffre de voyage. Il contient certains papiers qui parleront pour moi. » Et Charles étendit la main vers un coffre magnifiquement sculpté, fermé d'une serrure d'argent comme la clé qu'il ouvrait et qui tenait la place la plus apparente de la chambre. Catherine, dominée par la position suprême que Charles prenait sur elle, obéit, s'avança à pas lents vers le coffre, l'ouvrit, plongea ses regards vers l'intérieur, et tout à coup recula, comme si elle avait vu, dans les flancs du meuble, quelque reptile endormi. « Eh bien, dit Charles, qui ne perdait pas sa mère de vue, qu'y a-t-il donc dans ce coffre qui vous effraie, madame ? » « Rien, dit Catherine. « En ce cas, plongez-y la main, madame, et prenez-y un livre. »« Il doit y avoir un livre, n'est-ce pas ? » ajouta Charles, avec ce sourire blêmissant, plus terrible chez lui que n'avait jamais été la menace chez un autre. « Oui, balbutia Catherine. »« Un livre de chasse ? » ?»« Oui. »« Prenez-le et apportez-le-moi. » Catherine, malgré son assurance, pâlit, trembla de tous ses membres, et allongeant la main dans l'intérieur du coffre, « Fatalité !» murmura-t-elle en prenant le livre. « Bien, dit Charles. Écoutez maintenant.
ce livre de chasse. J'étais insensé. J'aimais la chasse, au-dessus de toute chose. Ce livre de chasse, je l'ai trop lu. Comprenez-vous, madame ? Catherine poussa un gémissement sourd. C'était une faiblesse, continua Charles. Brûlez-le, madame. Il ne faut pas qu'on sache les faiblesses des rois. Catherine s'approcha de la cheminée ardente, laissa tomber le livre au milieu du foyer et demeura debout, immobile et muette, regardant d'un œil atone les flammes bleuissantes qui rongeaient les feuilles empoisonnées. À mesure que le livre brûlait, une forte odeur d'ail se répandait dans toute la chambre. Bientôt, il fut entièrement dévoré. « Et maintenant, madame, appelez mon frère », dit Charles avec une irrésistible majesté. Catherine, frappée de stupeur, écrasée sous une émotion multiple que sa profonde sagacité ne pouvait analyser et que sa force presque surhumaine ne pouvait combattre, fit un pas en avant et voulut parler. La mère avait un remords, la reine avait une terreur, l'empoisonneuse avait un retour de haine. Ce dernier sentiment domina tous les autres. « Maudit soit-il !» s'écria-t-elle en s'élançant hors de la chambre. « Il triomphe, il touche au but. Oui, maudit, qu'il soit maudit !»« Vous entendez, mon frère Henri !» cria Charles, poursuivant sa mère de la voix. « Mon frère Henri, à qui je veux parler à l'instant même au sujet de la régence du royaume. » Presque au même instant, maître Ambroise Paré entra par la porte opposée à celle qui venait de donner passage à Catherine et s'arrêtant sur le seuil pour humer l'atmosphère aliacée de la chambre. « Qui donc a brûlé de l'arsenic ici ?» dit-il. « Moi », répondit Charles. Chapitre 32. La plateforme du donjon de Vincennes. Cependant, Henri de Navarre se promenait seul et rêveur sur la terrasse du donjon. Il savait la cour au château qu'il voyait à 100 pas de lui, et à travers les murailles, son œil perçant devinait Charles moribond. Il faisait un temps d'azur et d'or. Un large rayon de soleil miroitait dans les plaines éloignées, tandis qu'il baignait d'un or fluide la cime des arbres de la forêt, fiers de la richesse de leur premier feuillage. Les pierres grises du donjon elles-mêmes semblaient s'imprégner de la douce chaleur du ciel, et des ravenelles, apportées par le souffle du vent d'est dans les fentes de la muraille, ouvraient leurs disques de velours rouge et jaune au baiser d'une brise attiédie. Mais le regard de Henri ne se fixait ni sur ces plaines verdoyantes, ni sur ces cimes chenues et dorées. Son regard franchissait les espaces intermédiaires et allait au-delà se fixer ardent d'ambition sur cette capitale de France, destinée à devenir un jour la capitale du monde. « Paris », murmurait le roi de Navarre. « Voilà Paris, c'est-à-dire la joie, le triomphe, la gloire, le bonheur. Paris, où est le Louvre, et le Louvre, où est le trône. Et dire qu'une seule chose me sépare de ce Paris tant désiré. Ce sont les pierres qui rampent à mes pieds et qui renferment avec moi mon ennemi. » Et en ramenant son regard de Paris à Vincennes, il aperçut à sa gauche, dans un vallon voilé par des amandiers en fleurs, un homme sur la cuirasse duquel se jouait obstinément un rayon de soleil, point enflammé qui voltigeait dans l'espace à chaque mouvement de cet homme. Cet homme était sur un cheval plein d'ardeur et tenait en main un cheval qui paraissait non moins impatient. Le roi de Navarre arrêta ses yeux sur le cavalier et le vit tirer son épée hors du fourreau, passer la pointe dans son mouchoir et agiter ce mouchoir en façon de signal. Au même instant, sur la colline en face, un signal pareil se répéta, puis tout autour du château voltigea comme une ceinture de mouchoirs. C'étaient Demouy et ses huguenots qui, sachant le roi mourant et qui, craignant
qu'on ne tentât quelque chose contre Henri, s'étaient réunis et se tenaient prêts à défendre ou à attaquer. Henri reporta ses yeux sur le cavalier qu'il avait vu le premier, se courba hors de la balustrade, couvrit ses yeux de sa main et, brisant ainsi les rayons du soleil qui l'éblouissait, reconnut le jeune huguenot. « De Mouy !» s'écria-t-il, comme si celui-ci eût pu l'entendre. Et dans sa joie de se voir ainsi environné d'amis, il leva lui-même son chapeau et fit voltiger son écharpe. Toutes les banderoles blanches s'agitèrent de nouveau avec une vivacité qui témoignait de leur joie. « Hélas, ils m'attendent, dit-il, et je ne puis les rejoindre. Que ne l'ai-je fait quand je le pouvais peut-être? Maintenant, j'ai trop tardé. » Et il leur fit un geste de désespoir auquel De Mouy répondit par un signe qui voulait dire « J'attendrai ». En ce moment, Henri entendit des pas qui retentissaient dans l'escalier de pierre. Il se retira vivement. Les huguenots comprirent la cause de cette retraite. Les épées rentrèrent au fourreau et les mouchoirs disparurent. Henri vit déboucher de l'escalier une femme dont la respiration haletante dénonçait une marche rapide et reconnut, non sans une secrète fureur qu'il éprouvait toujours en l'apercevant, Catherine de Médicis. Derrière elle étaient 2 gardes qui s'arrêtèrent au haut de l'escalier. « Oh oh !» murmura Henri, « il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau et de grave pour que la reine-mère vienne ainsi me chercher sur la plate-forme du donjon de Vincennes. » Catherine s'assit sur un banc de pierre adossé au créneau pour reprendre haleine. Henri s'approcha d'elle et, avec son plus gracieux sourire, « Serait-ce moi que vous cherchez, ma bonne mère ?» dit-il. « Oui, monsieur, » répondit Catherine. « J'ai voulu vous donner une dernière preuve de mon attachement. Nous touchons à un moment suprême. Le roi se meurt et veut vous entretenir. »« Moi ?» dit Henri en tressaillant de joie. « Oui, vous. On lui a dit, j'en suis certaine, que non seulement vous regrettez le trône de Navarre, mais encore que vous ambitionnez le trône de France. »« Oh !» fit Henri. « Ce n'est pas, je le sais bien, mais il le croit, lui. Et nul doute que cet entretien qu'il veut avoir avec vous n'ait pour but de vous tendre un piège. »« À moi ? » ?»« Oui, Charles, avant de mourir, veut savoir ce qu'il y a à craindre ou à espérer de vous. Et de votre réponse à ses offres, faites-y attention, dépendront les derniers ordres qu'il donnera, c'est-à-dire votre mort ou votre vie. » « Mais que doit-il donc m'offrir ? » ?»« Que sais-je, moi ? Des choses impossibles, probablement. »« Enfin, ne devinez-vous pas, ma mère ? » ?»« Non, mais je suppose par exemple... » Catherine s'arrêta. « Quoi ? » ?»« Je suppose que, vous croyant ces vues ambitieuses qu'on lui a dites, il veuille acquérir de votre bouche même la preuve de cette ambition. Supposez qu'il vous tente, comme autrefois, on tentait les coupables, pour provoquer un aveu sans torture. Supposez, continua Catherine, en regardant fixement Henri, qu'il vous propose un gouvernement, la régence même. Une joie indicible s'épandit dans le cœur oppressé de Henri, mais il devina le coup, et cette âme vigoureuse et souple rebondit sous l'attaque. « À moi, dit-il. Le piège serait trop grossier. À moi la régence, quand il y a vous, quand il y a mon frère d'Alençon. » Catherine se pinça les lèvres pour cacher sa satisfaction. « Alors, dit-elle vivement, vous renoncez à la régence ? » « Le roi est mort, pensa Henri, et c'est elle qui me tente un piège. Puis, tout haut, « Il faut d'abord que j'entende le roi de France, répondit-il, car, de votre aveu même, madame, tout ce que nous avons dit là n'est que supposition. »« Sans doute, dit Catherine, mais vous pouvez toujours répondre de vos intentions. »« Eh, mon Dieu, dit innocemment Henri, n'ayant pas de prétention, je n'ai pas d'intention. »« Ce n'est point répondre, cela, dit Catherine, sentant que le temps pressait et se laissant emporter à sa colère. D'une façon ou de l'autre, prononcez-vous. »
Je ne puis pas me prononcer sur des suppositions, madame. Une résolution positive est chose si difficile et surtout si grave à prendre qu'il faut attendre les réalités. « Écoutez, monsieur, dit Catherine, il n'y a pas de temps à perdre, et nous le perdons en discussions vaines, en finesse réciproque. Jouons notre jeu en roi et en reine. Si vous acceptez la régence, vous êtes mort. » Le roi vit, pensa Henri. Puis tout haut, « Madame, dit-il avec fermeté, Dieu tient la vie des hommes et des rois entre ses mains. Il m'inspirera. Qu'on dise à sa majesté que je suis prêt à me présenter devant elle. » « Réfléchissez, monsieur. Depuis 2 ans que je suis proscrit, depuis 1 mois que je suis prisonnier, répondit Henri gravement, j'ai eu le temps de réfléchir, madame, et j'ai réfléchi. Ayez donc la bonté de descendre la première près du roi et de lui dire que je vous suis. Ces 2 braves, ajouta Henri en montrant les 2 soldats, veilleront à ce que je ne m'échappe point. D'ailleurs, ce n'est point mon intention. Il y avait un tel accent de fermeté dans les paroles de Henri que Catherine vit bien que toutes ces tentatives, sous quelque forme qu'elles fussent déguisées, ne gagneraient rien sur lui. Elle descendit précipitamment. Aussitôt qu'elle eut disparu, Henri courut au parapet et fit à Demouy un signe qui voulait dire « Approchez-vous et tenez-vous prêt à tout événement. » Demouy, qui était descendu de cheval, sauta en selle et, avec le second cheval de main, vint au galop prendre position à 2 portées de mousquet du donjon. Henri le remercia du geste et descendit. Sur le premier palier, il trouva les 2 soldats qui l'attendaient. Un double poste de Suisse et de chevaux légers gardait l'entrée des cours. Il fallait traverser une double haie de pertuisanes pour entrer au château et pour en sortir. Catherine s'était arrêtée là et attendait. Elle fit signe aux 2 soldats qui suivaient Henri de s'écarter. Et posant une de ses mains sur son bras, « Cette cour a 2 portes, dit-elle. À celle-ci, que vous voyez derrière les appartements du roi, si vous refusez la régence, un bon cheval et la liberté vous attendent. À celle-là, sous laquelle vous venez de passer, si vous écoutez l'ambition. Que dites-vous ? Je dis que si le roi me fait régent, madame, c'est moi qui donnerai des ordres aux soldats, et non pas vous. Je dis que si je sors du château à la nuit, toutes ces piques, toutes ces hallebardes, tous ces mousquets s'abaisseront devant moi. « Insensé !» murmura Catherine exaspérée. « Crois-moi, ne joue pas avec Catherine ce terrible jeu de la vie et de la mort. » « Pourquoi pas ?» dit Henri en regardant fixement Catherine. « Pourquoi pas avec vous aussi bien qu'avec un autre, puisque j'y ai gagné jusqu'à présent. » « Montez donc chez le roi. »« Monsieur, puisque vous ne voulez rien croire et rien entendre, » dit Catherine en lui montrant l'escalier d'une main et en jouant avec un des 2 couteaux empoisonnés qu'elle portait dans cette gaine de chagrin noir, devenue historique. « Passez la première, madame, » dit Henri. « Tant que je ne serai pas régent, l'honneur du pas vous appartient. » Catherine, devinée dans toutes ses intentions, n'essaya point de lutter et passa la première. Chapitre 33. La régence. Le roi commençait à s'impatienter. Il avait fait appeler M. de Nançay dans sa chambre et venait de lui donner l'ordre d'aller chercher Henri lorsque celui-ci parut. En voyant son beau-frère apparaître sur le seuil de la porte, Charles poussa un cri de joie et Henri demeura épouvanté comme s'il se fût trouvé en face d'un cadavre. Les 2 médecins, qui étaient à ses côtés, s'éloignèrent. Le prêtre, qui venait d'exhorter le malheureux prince à une fin chrétienne, se retira également. Charles IX n'était pas aimé, et cependant on pleurait beaucoup dans les antichambres. À la mort des rois, quels qu'ils aient été, il y a toujours des gens qui perdent quelque chose et qui craignent de ne pouvoir retrouver ce quelque chose sous leur successeur. Ce deuil, ces sanglots, les paroles de Catherine, l'appareil sinistre et majestueux des derniers moments d'un roi, enfin la vue de ce roi lui-même, atteint d'une maladie
qui s'est reproduite depuis, mais dont la science n'avait pas encore eu d'exemple, produisirent sur l'esprit encore jeune et par conséquent encore impressionnable de Henri un effet si terrible que, malgré sa résolution de ne point donner de nouvelles inquiétudes à Charles sur son état, il ne put, comme nous l'avons dit, réprimer le sentiment de terreur qui se peignit sur son visage en apercevant ce moribond tout ruisselant de sang. Charles sourit avec tristesse. Rien n'échappe aux mourants des impressions de ceux qui les entourent. « Venez, Henriot, dit-il, en tendant la main à son beau-frère avec une douceur de voix que Henri n'avait jamais remarquée en lui jusque-là. « Venez, car je souffrais de ne pas vous voir. Je vous ai bien tourmenté dans ma vie, mon pauvre ami, et parfois je me le reproche maintenant, croyez-moi. Parfois j'ai prêté les mains à ceux qui vous tourmentaient, mais un roi n'est pas maître des événements, et outre ma mère Catherine, outre mon frère d'Anjou, outre mon frère d'Alençon, j'avais au-dessus de moi, pendant ma vie, quelque chose de gênant, qui cesse du jour où je touche à la mort. La raison d'État. Sire, balbutia Henri, je ne me souviens plus de rien que de l'amour que j'ai toujours eu pour mon frère, que du respect que j'ai toujours porté à mon roi. Oui, oui, tu as raison, dit Charles, et je te suis reconnaissant de parler ainsi, Henriot, car en vérité, tu as beaucoup souffert sous mon règne, sans compter que c'est pendant mon règne que ta pauvre mère est morte. Mais tu as dû voir que l'on me poussait souvent. Parfois j'ai résisté, mais parfois aussi j'ai cédé de fatigue. Mais, tu l'as dit, ne parlons plus du passé. Maintenant, c'est le présent qui me pousse. C'est l'avenir qui m'effraie. Et en disant ces mots, le pauvre roi cacha son visage livide dans ses mains décharnées. Puis, après un instant de silence, secouant son front pour en chasser ses sombres idées et faisant pleuvoir autour de lui une rosée de sang, « Il faut sauver l'État, continua-t-il à voix basse, et en s'inclinant vers Henri. Il faut l'empêcher de tomber entre les mains des fanatiques ou des femmes. » Charles, comme nous venons de le dire, prononça ces paroles à voix basse, et cependant Henri crut entendre derrière la coulisse du lit comme une sourde exclamation de colère. Peut-être quelque ouverture pratiquée dans la muraille, à l'insu de Charles lui-même, permettait-elle à Catherine d'entendre cette suprême conversation. « Des femmes ?» reprit le roi de Navarre pour provoquer une explication. « Oui, Henri, dit Charles. Ma mère veut la régence en attendant que mon frère de Pologne revienne. Mais écoute ce que je te dis. Il ne reviendra pas. »« Comment ? Il ne reviendra pas ?» s'écria Henri, dont le cœur bondissait sourdement de joie. « Non, il ne reviendra pas, » continua Charles. « Ses sujets ne le laisseront pas partir. »« Mais, dit Henri, croyez-vous, mon frère, que la reine-mère ne lui aura pas écrit à l'avance ? » Si fait, mais Nancet a surpris le courrier à Château-Thierry et m'a rapporté la lettre. Dans cette lettre, j'allais mourir, disait-elle. Mais moi aussi, j'ai écrit à Varsovie. Ma lettre y arrivera, j'en suis sûr, et mon frère sera surveillé. Donc, selon toute probabilité, Henri, le trône va être vacant. Un second frémissement plus sensible encore que le premier se fit entendre dans l'alcôve. Décidément, se dit Henri, elle est là, elle écoute, elle attend. Charles n'entendit rien. Or, poursuivit-il, je meurs sans héritier mâle. Puis il s'arrêta. Une douce pensée parut éclairer son visage, et posant sa main sur l'épaule du roi de Navarre, « Hélas ! Te souviens-tu, Henriot, continua-t-il, te souviens-tu de ce pauvre petit enfant que je t'ai montré un soir dormant dans son berceau de soie, éveillé par un ange ? Hélas, Henriot, ils me le tueront. »« Oh, sire !» s'écria Henri, dont les yeux se mouillèrent de larmes. « Je vous jure devant Dieu que mes jours et mes nuits se passeront à veiller sur sa vie. Ordonnez, mon roi. »« Merci, Henriot, merci. »
dit le roi avec une effusion qui était bien loin de son caractère, mais que cependant lui donnait la situation. J'accepte ta parole. N'en fais pas un roi. Heureusement, il n'est pas né pour le trône, mais un homme heureux. Je lui laisse une fortune indépendante. Qu'il ait la noblesse de sa mère, celle du cœur. Peut-être vaudrait-il mieux pour lui qu'on le destinât à l'église. Il inspirerait moins de crainte. Oh, il me semble que je mourrais, sinon heureux, du moins tranquille, si j'avais là, pour me consoler, les caresses de l'enfant et le doux visage de la mère. Sire, ne pouvez-vous les faire venir ? Eh, malheureux, ils ne sortiraient pas d'ici. Voilà la condition des rois, Henriot. Ils ne peuvent ni vivre, ni mourir à leur guise. Mais depuis ta promesse, je suis plus tranquille. Henri réfléchit. Oui, sans doute, mon roi, j'ai promis. Mais pourrais-je tenir ? Que veux-tu dire ? Moi-même, ne serais-je pas proscrit, menacé comme lui, plus que lui même ? Car moi, je suis un homme, et lui n'est qu'un enfant. Tu te trompes, répondit Charles. Moi, mort, tu seras fort et puissant. Et voilà qui te donnera la force et la puissance. À ces mots, le moribond tira un parchemin de son chevet. Tiens, lui dit-il. Henri parcourut la feuille revêtue du sceau royal. La régence à moi, sire ? dit-il en pâlissant de joie. Oui, la régence à toi, en attendant le retour du duc d'Anjou. Et comme, selon toute probabilité, le duc d'Anjou ne reviendra point, ce n'est pas la régence que te donne ce papier, c'est le trône. Le trône ? À moi ? murmura Henri. Oui, dit Charles, à toi seul, digne, et surtout, seul capable de gouverner ces galants débauchés, ces filles perdues qui vivent de sang et de larmes. Mon frère d'Alençon est un traître, il sera traître envers tous. Laisse-le dans le donjon où je l'ai mis. Ma mère voudra te tuer, exile-la. Mon frère d'Anjou, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an peut-être, quittera Varsovie et viendra te disputer la puissance. Réponds à Henri par un bref du pape. J'ai négocié cette affaire par mon ambassadeur, le duc de Nevers, et tu recevras incessamment le bref. Oh, mon roi, ne crains qu'une chose, Henri, la guerre civile. Mais en restant converti, tu l'évites, car le parti huguenot n'a consistance qu'à la condition que tu te mettras à sa tête. Et M. de Condé n'est pas de force à lutter contre toi. La France est un pays de plaine, Henri, par conséquent, un pays catholique. Le roi de France doit être le roi des catholiques, et non le roi des huguenots, car le roi de France doit être le roi de la majorité. On dit que j'ai des remords d'avoir fait la Saint-Barthélemy. Des doutes, oui. Des remords, non. On dit que je rends le sang des huguenots par tous les pores. Je sais ce que je rends. De l'arsenic, et non du sang. Oh, sire, que dites-vous ? Rien. Si ma mort doit être vengée, Henriot, elle doit être vengée par Dieu seul. N'en parlons plus que pour prévoir les événements qui en seront la suite. Je te lègue un bon parlement, une armée éprouvée. Appuie-toi sur le parlement et sur l'armée pour résister à tes seuls ennemis, ma mère et le duc d'Alençon. En ce moment, on entendit dans le vestibule un bruit sourd d'armes et de commandements militaires. « Je suis mort », murmura Henri. « Tu crains ? Tu hésites ?» dit Charles avec inquiétude. « Moi, sire » répliqua Henri. « Non, je ne crains pas. Non, je n'hésite pas. J'accepte. » Charles lui serra la main. Et comme en ce moment sa nourrice s'approchait de lui, tenant une potion qu'elle venait de préparer dans une chambre voisine, sans faire attention que le sort de la France se décidait à 3 pas d'elle, « Appelle ma mère, bonne nourrice, et dis aussi qu'on fasse venir monsieur d'Alençon. » Chapitre 34. Le roi est mort. Vive le roi.
Catherine et le duc d'Alençon, livides d'effroi et tremblants de fureur tout ensemble, entrèrent quelques minutes après. Comme Henri l'avait deviné, Catherine savait tout et avait tout dit, en peu de mots, à François. Ils firent quelques pas et s'arrêtèrent, attendant. Henri était debout, au chevet du lit de Charles. Le roi leur déclara sa volonté. « Madame, dit-il à sa mère, si j'avais un fils, vous seriez régente, ou, à défaut de vous, ce serait le roi de Pologne, ou, à défaut du roi de Pologne, enfin, ce serait mon frère François. Mais je n'ai pas de fils, et après moi, le trône appartient à mon frère le duc d'Anjou, qui est absent. Comme un jour ou l'autre, il viendra réclamer ce trône, je ne veux pas qu'il trouve à sa place un homme qui puisse, par des droits presque égaux, lui disputer ses droits, et qui expose par conséquent le royaume à des guerres de prétendants. Voilà pourquoi je ne vous prends pas pour régente, madame, car vous auriez à choisir entre vos deux fils, ce qui serait pénible pour le cœur d'une mère. Voilà pourquoi je ne choisis pas mon frère François, car mon frère François pourrait dire à son aîné « Vous aviez un trône, pourquoi l'avez-vous quitté ?» Non, je choisis donc un régent qui puisse prendre en dépôt la couronne et qui la garde sous sa main et non sur sa tête. Ce régent, saluez-le, madame. Saluez-le, mon frère. Ce régent, c'est le roi de Navarre. Et avec un geste de suprême commandement, il salua Henri de la main. Catherine et d'Alençon firent un mouvement qui tenait le milieu entre un tressaillement nerveux et un salut. « Tenez, monseigneur le régent, dit Charles au roi de Navarre, voici le parchemin qui, jusqu'au retour du roi de Pologne, vous donne le commandement des armées, les clés du trésor, le droit et le pouvoir royal. » Catherine dévorait Henri du regard. François était si chancelant qu'il pouvait à peine se soutenir. Mais cette faiblesse de l'un et cette fermeté de l'autre, au lieu de rassurer Henri, lui montraient le danger présent, debout, menaçant. Henri n'en fit pas moins un effort violent, et surmontant toutes ses craintes, il prit le rouleau des mains du roi, puis, se redressant de toute sa hauteur, il fixa sur Catherine et François un regard qui voulait dire « Prenez garde, je suis votre maître. » Catherine comprit ce regard. « Non, non, jamais, dit-elle. Jamais ma race ne pliera la tête sous une race étrangère. Jamais un Bourbon ne régnera en France tant qu'il restera un Valois. »« Ma mère, s'écria Charles IX en se redressant dans son lit au drap rougi, plus effrayant que jamais. « Prenez garde, je suis roi encore. Pas pour longtemps, je le sais bien. Mais il ne faut pas longtemps pour donner un ordre. Il ne faut pas longtemps pour punir les meurtriers et les empoisonneurs. »« Eh bien, donnez-le donc, cet ordre, si vous l'osez. Moi, je vais donner les miens. Venez, François, venez. » Et elle sortit rapidement, entraînant avec elle le duc d'Alençon. « Nancey !» cria Charles. « Nancey, à moi, à moi !»« Je l'ordonne, je le veux. Nancey, arrêtez ma mère, arrêtez mon frère, arrêtez !» Une gorgée de sang coupa la parole à Charles au moment où le capitaine des gardes ouvrit la porte, et le roi, suffoqué, râla sur son lit. Nancey n'avait entendu que son nom. Les ordres qu'il avait suivis, prononcés d'une voix moins distincte, s'étaient perdus dans l'espace. « Gardez la porte, dit Henri, et ne laissez entrer personne. » Nancey salua et sortit. Henri reporta ses yeux sur ce corps inanimé et qu'on eût pu prendre pour un cadavre, si un léger souffle n'eût agité la frange d'écume qui bordait ses lèvres. Il regarda longtemps, puis, se parlant à lui-même, « Voici l'instant suprême, dit-il. Faut-il régner ? Faut-il vivre ? » Au même instant, la tapisserie de l'alcôve se souleva. Une tête pâlie parut derrière, et une voix vibra au milieu du silence de mort qui régnait dans la chambre royale. « Vivez !» dit cette voix. « René !» s'écria Henri. « Oui, sire. »
Ta prédiction était donc fausse ? Je ne serai donc pas roi, s'écria Henri. Vous le serez, sire, mais l'heure n'est pas encore venue. Comment le sais-tu ? Parle, que je sache si je dois te croire. Écoutez. J'écoute. Baissez-vous. Henri s'inclina au-dessus du corps de Charles. René se pencha de son côté. La largeur du lit les séparait seuls, et encore la distance était-elle diminuée par leur double mouvement. Entre eux deux était couché, et toujours sans voix et sans mouvement, le corps du roi moribond. « Écoutez, dit René, placé ici par la reine-mère pour vous perdre, j'aime mieux vous servir, moi, car j'ai confiance en votre horoscope. En vous servant, je trouve à la fois, dans ce que je fais, l'intérêt de mon corps et de mon âme. Est-ce la reine-mère aussi qui t'a ordonné de me dire cela ? Demanda Henri, plein de doute et d'angoisse. Non, dit René, mais écoutez un secret. Et il se pencha encore davantage. Henri l'imita, de sorte que les deux têtes se touchaient presque. Cet entretien de deux hommes courbés sur le corps d'un roi mourant avait quelque chose de si sombre que les cheveux du superstitieux Florentin se dressaient sur sa tête et qu'une sueur abondante perlait sur le visage de Henri. « Écoutez, continua René, écoutez un secret que je sais seul, et que je vous révèle si vous me jurez, sur ce mourant, de me pardonner la mort de votre mère. »« Je vous l'ai déjà promis une fois, » dit Henri, dont le visage s'assombrit. « Promis, mais non juré, » dit René en faisant un mouvement en arrière. « Je le jure, » dit Henri, étendant la main droite sur la tête du roi. « Eh bien, sire, » dit précipitamment le Florentin. « Le roi de Pologne arrive. »« Non, » dit Henri, « le courrier a été arrêté par le roi Charles. » Le roi Charles n'en a arrêté qu'un sur la route de Château-Thierry, mais la reine-mère, dans sa prévoyance, en avait envoyé 3 par 3 routes. « Oh, malheur à moi !» dit Henri. Un messager est arrivé ce matin de Varsovie. Le roi partait derrière lui sans que personne songeât à s'y opposer, car à Varsovie, on ignorait encore la maladie du roi. Il ne précède Henri d'Anjou que de quelques heures. « Oh, si j'avais seulement 8 jours, dit Henri. « Oui, mais vous n'avez que 8 heures. Avez-vous entendu le bruit des armes que l'on préparait ? Oui. Ces armes, on les préparait à votre intention. Ils viendront vous tuer jusqu'ici, jusque dans la chambre du roi. Le roi n'est pas mort encore ? René regarda fixement Charles. Dans 10 minutes, il le sera. Vous avez donc 10 minutes à vivre, peut-être moins. Que faire alors ? Fuir sans perdre une minute, sans perdre une seconde. Mais par où ? S'ils attendent dans l'antichambre, ils me tueront quand je sortirai. Écoutez, je risque tout pour vous, ne l'oubliez jamais. Sois tranquille. Suivez-moi par ce passage secret. Je vous conduirai jusqu'à la poterne. Puis, pour vous donner du temps, j'irai dire à la belle-mère que vous descendez. Vous serez censé avoir découvert ce passage secret et en avoir profité pour fuir. Venez, venez. Henri se baissa vers Charles et l'embrassa au front. « Adieu, mon frère, dit-il. Je n'oublierai point que ton dernier désir fut de me voir te succéder. Je n'oublierai pas que ta dernière volonté fut de me faire roi. Meurs en paix. Au nom de nos frères, je te pardonne le sang versé. »« Alerte, alerte, dit René. Il revient à lui. Fuyez avant qu'il rouvre les yeux. Fuyez. »« Nourrice, murmura Charles. Nourrice. » Henri saisit au chevet de Charles l'épée désormais inutile du roi mourant, mit le parchemin qui le faisait régent dans sa poitrine, baisa une dernière fois le front de Charles, tourna autour du lit et s'élança par l'ouverture qui se referma derrière lui. « Nourrice !» cria le roi d'une voix plus forte. « Nourrice !» La bonne femme accourut. « Eh bien, qu'y a-t-il, mon Charlot ?» demanda-t-elle.
Nourrice, dit le roi, la paupière ouverte et l'œil dilaté par la fixité terrible de la mort. Il faut qu'il se soit passé quelque chose pendant que je dormais. Je vois une grande lumière. Je vois Dieu notre Maître. Je vois mon Seigneur Jésus. Je vois la benoîte Vierge Marie. Il le prie, il le supplie pour moi. Le Seigneur Tout-Puissant me pardonne. Il m'appelle. Mon Dieu, recevez-moi dans votre miséricorde. Mon Dieu, oubliez que j'étais roi, car je viens à vous sans sceptre et sans couronne. Mon Dieu, oubliez les crimes du roi pour ne vous rappeler que les souffrances de l'homme. Mon Dieu, me voilà. Et Charles, qui, à mesure qu'il prononçait ces paroles, s'était soulevé de plus en plus comme pour aller au-devant de la voix qui l'appelait, Charles, après ces derniers mots, poussa un soupir et retomba immobile et glacé entre les bras de sa nourrice. Pendant ce temps, et tandis que les soldats commandés par Catherine se portaient sur le passage connu de tous par lequel Henri devait sortir, Henri, guidé par René, suivait le couloir secret et gagnait la poterne, sautait sur le cheval qui l'attendait et piquait vers l'endroit où il savait retrouver Domouy. Tout à coup, au bruit de son cheval, dont le galop faisait retentir le pavé sonore, quelques sentinelles se retournèrent en criant « Il fuit ! Il fuit !» « Qui cela ?» s'écria la reine-mère en s'approchant d'une fenêtre. « Le roi Henri, le roi de Navarre !» crièrent les sentinelles. « Feu !» dit Catherine. « Feu sur lui !» Les sentinelles ajustèrent, mais Henri était déjà trop loin. « Il fuit !» s'écria la reine-mère. « Donc il est vaincu !»« Il fuit !» murmura le duc d'Alençon. « Donc je suis roi. » Mais au même instant, et tandis que François et sa mère étaient encore à la fenêtre, le pont-levis craqua sous les pas des chevaux, et précédé par un cliquetis d'armes et par une grande rumeur, un jeune homme lancé au galop, son chapeau à la main, entra dans la cour en criant « France !» suivi de 4 gentilshommes couverts comme lui de sueur, de poussière et d'écume. « Mon fils !» s'écria Catherine en étendant les 2 bras par la fenêtre. « Ma mère !» répondit le jeune homme en sautant à bas du cheval. « Mon frère d'Anjou !» s'écria avec épouvante François en se rejetant en arrière. « Est-il trop tard ?» demanda Henri d'Anjou à sa mère. « Non, au contraire, il est temps, et Dieu t'eût conduit par la main, qu'il ne t'eût pas amené plus à propos. Regarde et écoute. » En effet, M. de Nançay, capitaine des gardes, s'avançait sur le balcon de la chambre du roi. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il brisa une baguette en 2 morceaux et, les bras étendus, tenant les 2 morceaux de chaque main, « Le roi Charles IX est mort. Le roi Charles IX est mort. Le roi Charles IX est mort !» cria-t-il 3 fois, et il laissa tomber les 2 morceaux de la baguette. « Vive le roi Henri III !» cria alors Catherine en se signant avec une pieuse reconnaissance. « Vive le roi Henri III !» Toutes les voix répétèrent ce cri, excepté celle du duc François. « Ah, elle m'a joué !» dit-il en déchirant sa poitrine avec ses ongles. « Je l'emporte !» s'écria Catherine, « et cet odieux Béarnais ne régnera pas !» Chapitre 35. Épilogue. 1 an s'était écoulé depuis la mort du roi Charles IX et l'avènement au trône de son successeur. Le roi Henri III, heureusement régnant par la grâce de Dieu et de sa mère Catherine, était allé à une belle procession faite en l'honneur de Notre-Dame de Cléry. Il était parti à pied avec la reine, sa femme, et toute la cour. Le roi Henri III pouvait bien se donner ce petit passe-temps. Nul souci sérieux ne l'occupait à cette heure. Le roi de Navarre était en Navarre, où il avait si longtemps désiré être, et s'occupait fort, disait-on, d'une belle fille du sang des Montmorency, et qu'il appelait la Fosseuse. Marguerite était près de lui, triste et sombre, et ne trouvant que dans ces belles montagnes, non pas une distraction, mais un adoucissement aux 2 grandes douleurs de la vie,
l'absence et la mort. Paris était fort tranquille, et la reine-mère, véritablement régente depuis que son cher fils Henri était roi, y faisait séjour tantôt au Louvre, tantôt à l'hôtel de Soissons, qui était situé sur l'emplacement que couvre aujourd'hui la halle au blé et dont il ne reste que l'élégante colonne qu'on peut voir encore aujourd'hui. Elle était un soir fort occupée à étudier les astres avec René, dont elle avait toujours ignoré les petites trahisons, et qui était rentré en grâce auprès d'elle pour le faux témoignage qu'il avait si à point porté dans l'affaire de Coconas et de La Mole, lorsqu'on vint lui dire qu'un homme qui disait avoir une chose de la plus haute importance à lui communiquer l'attendait dans son oratoire. Elle descendit précipitamment et trouva le sire de Maurevel. « Il est ici !» s'écria l'ancien capitaine des pétardiers, ne laissant point, contre l'étiquette royale, le temps à Catherine de lui adresser la parole. « Qui, il ?» demanda Catherine. « Qui voulez-vous que ce soit, madame, sinon le roi de Navarre ?»« Ici, dit Catherine. »« Ici ? Lui, Henri ? Et qu'y vient-il faire, l'imprudent ?» Si l'on en croit les apparences, il vient voir madame de Sauve. Voilà tout. Si l'on en croit les probabilités, il vient conspirer contre le roi. Et comment savez-vous qu'il est ici ? Hier, je l'ai vu entrer dans une maison, et un instant après, madame de Sauve est venue l'y joindre. Êtes-vous sûr que ce soit lui ? Je l'ai attendu jusqu'à sa sortie, c'est-à-dire une partie de la nuit. À 3 heures, les 2 amants se sont remis en chemin. Le roi a conduit madame de Sauve jusqu'au guichet du Louvre. Là, grâce au concierge, qui est dans ses intérêts sans doute, elle est entrée sans être inquiétée, et le roi s'en est revenu tout en chantonnant un petit air et d'un pas aussi dégagé que s'il était au milieu de ces montagnes. Et où est-il allé ainsi ? Rue de l'Arbre Sec, hôtel de la Belle Étoile, chez ce même aubergiste où logeaient les 2 sorciers que votre majesté a fait exécuter l'an passé. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire la chose aussitôt ? Parce que je n'étais pas encore assez sûre de mon fait. Tandis que maintenant ? Maintenant, je le suis. Tu l'as vu ? Parfaitement. J'étais embusqué chez un marchand de vin en face. Je l'ai vu entrer d'abord dans la même maison que la veille. Puis, comme madame de Sauve tardait, il a mis imprudemment son visage au carreau d'une fenêtre du premier, et cette fois, je n'ai plus conservé aucun doute. D'ailleurs, un instant après, madame de Sauve l'est venue rejoindre de nouveau. « Et tu crois qu'ils resteront, comme la nuit passée, jusqu'à 3 heures du matin ?»« C'est probable. »« Où est donc cette maison ?»« Près de la croix des Petits Champs, vers Saint-Honoré. »« Bien, dit Catherine. Monsieur de Sauve ne connaît point votre écriture. »« Non. »« Asseyez-vous là, et écrivez. » Maurevel obéit, et prenant la plume, « Je suis prêt, madame, dit-il. » Catherine dicta. Pendant que le baron de Sauve fait son service au Louvre, la baronne est avec un muguet de ses amis dans une maison proche de la croix des Petits Champs, vers Saint-Honoré. Le baron de Sauve reconnaîtra la maison à une croix rouge qui sera faite sur la muraille. « Eh bien, demanda Maurevel, faites une seconde copie de cette lettre, dit Catherine. Maurevel obéit passivement. « Maintenant, dit la reine, faites remettre une de ces lettres par un homme adroit au baron de Sauve, et que cet homme laisse tomber l'autre dans les corridors du Louvre. »« Je ne comprends pas, dit Maurevel. Catherine haussa les épaules. « Vous ne comprenez pas qu'un mari qui reçoit une pareille lettre se fâche ? Mais il me semble, madame, que du temps du roi de Navarre, il ne se fâchait pas. Tel qui passe des choses à un roi ne les passe peut-être pas à un simple galant. D'ailleurs, s'il ne se fâche pas, vous vous fâcherez pour lui, vous. Moi ? Sans doute. Vous prenez 4 hommes, 6 hommes s'il le faut. Vous vous masquez, vous enfoncez la porte, comme si vous étiez les envoyés du baron. Vous surprenez les amants au milieu de leur tête-à-tête. Vous frappez au nom du roi. Et le lendemain, le billet perdu dans le corridor du Louvre et trouvé par quelque âme charitable qui l'a déjà fait circuler, atteste que c'est le mari qui s'est vengé. Seulement, le hasard a fait que le galant était le roi de Navarre. Mais qui pouvait deviner cela quand chacun le croyait à Pau ? Maurevel regarda avec admiration Catherine, s'inclina et sortit.
En même temps que Maurevel sortait de l'hôtel de Soissons, Madame de Sauve entrait dans la petite maison de la Croix des Petits Champs. Henri l'attendait, la porte entr'ouverte. Dès qu'il l'aperçut dans l'escalier, « Vous n'avez pas été suivi ?» dit-il. « Mais non, » dit Charlotte, « que je sache, du moins. »« C'est que je crois l'avoir été, » dit Henri, « non seulement cette nuit, mais encore ce soir. »« Oh, mon Dieu !» dit Charlotte, « vous m'effrayez, sire. Si un bon souvenir donné par vous à une ancienne amie allait tourner à mal pour vous, je ne m'en consolerais pas. »« Soyez tranquille, mamie, » dit le Béarnais. « Nous avons 3 épées qui veillent dans l'ombre. »« 3, c'est bien peu, sire. »« C'est assez quand ces épées s'appellent Demouy, Saucourt et Barthélemy. »« Demouy est donc avec vous à Paris ? » ?»« Sans doute. »« Il a osé revenir dans la capitale ? Il a donc, comme vous, quelques pauvres femmes folles de lui ? » ?»« Non, mais il a un ennemi dont il a juré la mort. Il n'y a que la haine, ma chère, qui fasse faire autant de sottises que l'amour. »« Merci, sire. »« Oh, dit Henri, je ne dis pas cela pour les sottises présentes, je dis cela pour les sottises passées et à venir. Mais ne discutons pas là-dessus, nous n'avons pas de temps à perdre. »« Vous partez donc toujours ? » ?»« Cette nuit. »« Les affaires pour lesquelles vous étiez revenu à Paris sont donc terminées ? » ?»« Je n'y suis revenu que pour vous. »« Gascon !»« Ventre Saint-Gris, mamie, je dis la vérité. Mais écartons ces souvenirs. J'ai encore 2 ou 3 heures à être heureux, et puis une séparation éternelle. « Ah, sire, dit Madame de Sauve, il n'y a d'éternel que mon amour. » Henri venait de dire qu'il n'avait pas le temps de discuter. Il ne discuta donc point. Il crut, ou le sceptique qu'il était, il fit semblant de croire. Cependant, comme l'avait dit le roi de Navarre, Demouy et ses 2 compagnons étaient cachés aux environs de la maison. Il était convenu que Henri sortirait à minuit de la petite maison au lieu d'en sortir à 3 heures, qu'on irait, comme la veille, reconduire Madame de Sauve au Louvre, et que de là, on irait rue de la Cerisaie, où demeurait Maurevel. C'était seulement pendant la journée qui venait de s'écouler que Demouy avait enfin eu notion certaine de la maison qu'habitait son ennemi. Ils étaient là depuis 1 heure à peu près, lorsqu'ils virent un homme, suivi à quelques pas de 5 autres, qui s'approchaient de la porte de la petite maison et qui, l'une après l'autre, essayaient plusieurs clés. À cette vue, Demouy, caché dans l'enfoncement d'une porte voisine, ne fit qu'un bond de sa cachette à cet homme et le saisit par le bras. « Un instant, dit-il, on n'entre pas là. » L'homme fit un bond en arrière et en bondissant son chapeau tomba. « Demouy de Saint-Phal !» s'écria-t-il. « Maurevel !» hurla le huguenot en levant son épée. « Je te cherchais, tu viens au-devant de moi. Merci !» Mais la colère ne lui fit pas oublier Henri, et, se retournant vers la fenêtre, il siffla à la manière des pâtres béarnais. « Cela suffira, dit-il à Saucourt. Maintenant, à moi, assassin, à moi !» Et il s'élança vers Maurevel. Celui-ci avait eu le temps de tirer de sa ceinture un pistolet. « Ah, cette fois, dit le tueur de rois en ajustant le jeune homme, je crois que tu es mort. » Et il lâcha le coup. Mais Demouy se jeta à droite et la balle passa sans l'atteindre. « À mon tour, maintenant !» s'écria le jeune homme. Et il fournit à Maurevel un si rude coup d'épée que, quoique ce coup atteignît sa ceinture de cuir, la pointe acérée traversa l'obstacle et s'enfonça dans les chairs. L'assassin poussa un cri sauvage qui accusait une si profonde douleur que les sbires qui l'accompagnaient le crurent frappé à mort et s'enfuirent épouvantés du côté de la rue Saint-Honoré. Maurevel n'était point brave. Se voyant abandonné par ses gens et ayant devant lui un adversaire comme Demouy, il essaya à son tour de prendre la fuite et se sauva par le même chemin qu'ils avaient pris en criant « À l'aide !» Demouy, Saucourt et Barthélemy, emportés par leur ardeur, les poursuivirent. Comme ils entraient dans la rue de Grenelle, qu'ils avaient prise pour leur couper le chemin, une fenêtre s'ouvrait et un homme sautait du premier étage sur la terre fraîchement arrosée par la pluie. C'était Henri. Le sifflement de Demouy l'avait averti d'un danger quelconque, et ce coup de pistolet, en lui indiquant que le danger était grave,
l'avait attiré au secours de ses amis. Ardent, vigoureux, il s'élança sur leurs traces, l'épée à la main. Un cri le guida, il venait de la barrière des sergents. C'était Maurevel qui, se sentant pressé par Demouy, appelait une seconde fois à son secours ses hommes emportés par la terreur. Il fallait se retourner ou être poignardé par derrière. Maurevel se retourna, rencontra le fer de son ennemi et presque aussitôt lui porta un coup si habile que son écharpe en fut traversée. Mais Demouy riposta aussitôt. L'épée s'enfonça de nouveau dans la chair qu'elle avait déjà entamée et un double jet de sang s'élança par une double plaie. « Il en tient !» cria Henri qui arrivait. « Su, Demouy !» Demouy n'avait pas besoin d'être encouragé. Il chargea de nouveau Maurevel. Mais celui-ci ne l'attendit point. Appuyant sa main gauche sur sa blessure, il reprit une course désespérée. « Tue-le vite, tue-le !» cria le roi. « Voici ces soldats qui s'arrêtent. Et le désespoir des lâches ne vaut rien pour les braves. » Maurevel, dont les poumons éclataient, dont la respiration sifflait, dont chaque haleine chassait une sueur sanglante, tomba tout à coup d'épuisement. Mais aussitôt il se releva et, se retournant sur un genou, il présenta la pointe de son épée à Demouy. « Amis, amis !» cria Maurevel. « Ils ne sont que deux ! Feu, feu sur eux !» En effet, Saucourt et Barthélemy s'étaient égarés à la poursuite de deux sbires qui avaient pris par la rue des Poulies, et le roi et Demouy se trouvaient seuls en présence de 4 hommes. « Feu !» continuait de hurler Maurevel, tandis qu'un de ses soldats apprêtait effectivement son poitrinal. « Oui, mais auparavant, dit Demouy, meurs, traître, meurs, misérable, meurs, damné comme un assassin !» Et saisissant d'une main l'épée tranchante de Maurevel, de l'autre il plongea la sienne du haut en bas dans la poitrine de son ennemi, et cela avec tant de force qu'il le cloua contre terre. « Prends garde, cria Henri. Demouy fit un bond en arrière, laissant son épée dans le corps de Maurevel, car un soldat l'ajustait et allait le tuer à bout portant. En même temps, Henri passait son épée au travers du corps du soldat, qui tomba près de Maurevel en jetant un cri. Les 2 autres soldats prirent la fuite. « Viens, Demouy, viens !» cria Henri. « Ne perdons pas un instant. Si nous étions reconnus, ce serait fait de nous. Attendez, sire, et mon épée. Croyez-vous que je veuille la laisser dans le corps de ce misérable ?» Et il s'approcha de Maurevel, gisant et en apparence sans mouvement. Mais au moment où Demouy mettait la main à la garde de cette épée, qui, effectivement, était restée dans le corps de Maurevel, celui-ci se releva armé du poitrinal que le soldat avait lâché en tombant, et, à bout portant, il lâcha le coup au milieu de la poitrine de Demouy. Le jeune homme tomba sans même pousser un cri. Il était tué raide. Henri s'élança sur Maurevel, mais il était tombé à son tour, et son épée ne perça plus qu'un cadavre. Il fallait fuir. Le bruit avait attiré un grand nombre de personnes. La garde de nuit pouvait venir. Henri chercha parmi les curieux attirés par le bruit une figure, une connaissance, et tout à coup poussa un cri de joie. Il venait de reconnaître maître la Hurière. Comme la scène se passait au pied de la croix du Trahoir, c'est-à-dire en face de la rue de l'Arbre Sec, notre ancienne connaissance, dont l'humeur naturellement sombre s'était encore singulièrement attristée depuis la mort de la Mole et de Coconas, ses 2 hôtes bien-aimés, avait quitté ses fourneaux et ses casseroles au moment où, justement, il apprêtait le souper du roi de Navarre et était accouru. « Mon cher la Hurière, je vous recommande Demouy, quoique j'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien à faire. Emportez-le chez vous, et s'il vit encore, n'épargnez rien. Voilà ma bourse. Quant à l'autre, laissez-le dans le ruisseau, et qu'il y pourrisse comme un chien. » « Mais vous, dit la Hurière, moi, j'ai un adieu à dire. Je cours, et dans 10 minutes, je suis chez vous. Tenez mes chevaux prêts. » Et Henri se mit effectivement à courir dans la direction de la petite maison de la Croix des Petits Champs. Mais en débouchant de la rue de Grenelle, il s'arrêta plein de terreur. Un groupe nombreux était amassé devant la porte. « Qu'y a-t-il dans cette maison ?» demanda Henri. « Et qu'est-il arrivé ?
« Oh !» répondit celui auquel il s'adressait. « Un grand malheur, monsieur. C'est une belle jeune femme qui vient d'être poignardée par son mari, à qui l'on avait remis un billet pour le prévenir que sa femme était avec un amant. »« Et le mari ?» s'écria Henri. « Il s'est sauvé. »« La femme ? Elle est là. »« Morte ? Pas encore, mais, Dieu merci, elle n'en vaut guère mieux. »« Oh !» s'écria Henri. « Je suis donc maudit !» Et il s'élança dans la maison. La chambre était pleine de monde. Tout ce monde entourait un lit sur lequel était couchée la pauvre Charlotte, percée de 2 coups de poignard. Son mari, qui pendant 2 ans avait dissimulé sa jalousie contre Henri, avait saisi cette occasion de se venger d'elle. « Charlotte ! Charlotte !» cria Henri, fendant la foule et tombant à genoux devant le lit. Charlotte rouvrit ses beaux yeux déjà voilés par la mort. Elle jeta un cri qui fit jaillir le sang de ses 2 blessures, et faisant un effort pour se soulever, « Oh, je savais bien, dit-elle, que je ne pouvais pas mourir sans le revoir. » Et en effet, comme si elle n'eût attendu que ce moment pour rendre à Henri cette âme qu'il avait tant aimée, elle appuya ses lèvres sur le front du roi de Navarre, murmura encore une dernière fois « Je t'aime » et tomba morte. Henri ne pouvait rester plus longtemps sans se perdre. Il tira son poignard, coupa une boucle de ses beaux cheveux blonds qu'il avait si souvent dénoués pour en admirer la longueur, et sortit en sanglotant au milieu des sanglots des assistants, qui ne se doutaient pas qu'il pleurait sur de si hautes infortunes. « Ami, amour !» s'écria Henri éperdu. « Tout m'abandonne, tout me quitte, tout me manque à la fois. »« Oui, sire, » lui dit tout bas un homme qui s'était détaché du groupe de curieux amassés devant la petite maison et qui l'avait suivi. « Mais vous avez toujours le trône. »« René ?» s'écria Henri. « Oui, sire, René qui veille sur vous. Ce misérable, en expirant, vous a nommé. On sait que vous êtes à Paris. Les archers vous cherchent. Fuyez, fuyez !»« Et tu dis que je serai roi, René, un fugitif. »« Regardez, sire, » dit le Florentin en montrant au roi une étoile qui se dégageait, brillante, des plis d'un nuage noir. « Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. » Henri poussa un soupir et disparut dans l'obscurité. Fin. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle lecture.